Dans cette vidéo, je vous explique comment la Révolution française s'est passée, à quel point la France était woke à l'époque, pourquoi le mot terrorisme est apparu en cette période, à quel point cette époque ressemble à la nôtre et ce que nous pouvons en apprendre. Et alors, vous comprendrez aussi mieux le monde. Bonjour, c'est le journal des Nouvelles Anciennes du 14 juillet 1799. Dans cette émission spéciale, nous revenons sur 10 ans de Révolution française, depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Tout d'abord avec le sans-culotte Monsieur Gérard Baguette. Bonsoir monsieur. Aussi vite que ce croissant qui grandit dans le four, mes droits et libertés ont grandi au cours de ces 10 dernières années. Eh bien, félicitations, monsieur Baguette. Chers téléspectateurs, je vous présente d'abord mon invité spécial. Comme vous le savez, le journal des Nouvelles Anciennes relie le présent au passé. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui monsieur Woke Brioche. Il discute avec monsieur Baguette. Bonsoir, monsieur Brioche. Salut, je déteste cette époque actuelle. Les traditions, les croyances et les idées qui étaient normales depuis 2000 ans sont devenues anormales en 2023. Mais ce que je trouve étrange, c'est que je devrais considérer comme normal ce que je trouve bizarre. Cette folie a commencé avec la Révolution française. Désolé, en raison du temps imparti, je dois vous interrompre. Je veux d'abord que M. Baguette revienne sur 10 ans de Révolution française. De la prise de la Bastille en 1789 à cette émission en 1799. Merci. Vous vous souvenez de la prise de la Bastille il y a exactement 10 ans aujourd'hui? Rétrospectivement, ce n'était qu'un jeu d'enfant, car les 10 années suivantes ont été comme un navire sur une mer agitée, où la fraternité a basculé dans la terreur, le courage dans la peur, la tolérance dans la radicalisation et la liberté dans les exécutions. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peu de temps après la prise de la Bastille, le nouveau Parlement a accepté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, tous les hommes ont les mêmes droits. Nous avons tous droit à la liberté, à la propriété et à la sécurité. Nous pouvons également nous opposer à l'oppression. Le peuple détient le pouvoir principal et personne d'autre ne peut être le maître. La liberté signifie que nous pouvons faire ce que nous voulons tant que nous ne nuisons pas aux autres. Les règles qui déterminent cela sont appelées lois. Ces lois s'appliquent à tous et nous avons le droit de participer à leur élaboration. Personne ne peut être accusé, arrêté ou emprisonné sans raison valable. La propriété ne peut pas être confisquée sans motif valable. Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Nous avons également le droit de penser, de croire et de dire tout ce que nous voulons, tant que cela ne met pas en danger la sécurité des autres. Nous payons des impôts en fonction de notre revenu, afin que le gouvernement puisse accomplir ses tâches, comme fournir la police, qui assure le contrôle au nom de nous tous.
L'impôt doit être réparti équitablement et nous avons le droit de vérifier l'utilisation de cet argent. Et nous avons le droit de vérifier l'utilisation de cet argent. Je suis choqué d'entendre que vous appelez cela révolutionnaire. En 2023, tout cela est aussi évident que le soleil qui se lève chaque jour. Ces droits n'ont-ils que 2 siècles? Oui, et je vous avertis, ces libertés ne sont tout sauf évidentes. Que s'est-il donc passé pour votre groupe de personnes, les sans-culottes, Monsieur Baguette? Notre première constitution révolutionnaire a décidé que le roi, qui était récemment encore divin, n'avait désormais qu'un pouvoir symbolique. Le véritable pouvoir résidait désormais au Parlement. D'ailleurs, le Parlement a interdit le système féodal discriminatoire dès le 4 août 1789. La noblesse et le clergé, les 2 premières classes, ont perdu tous leurs privilèges. Et nous, les paysans et les citoyens, la 3e classe, étions donc libérés de nos nombreuses obligations et de nos impôts élevés. Et la noblesse, la 2e classe, a accepté cela. N'oubliez pas que de nombreux nobles français avaient combattu aux côtés des Américains pendant leur révolution pour la liberté et l'égalité contre le roi d'Angleterre. De retour en France, les nobles ont raconté cette histoire de succès américain à tout le monde. Pourtant, beaucoup d'autres nobles ne se rendaient pas compte de ce qui se passait sous leurs yeux. La révolution, non seulement parce que le terme révolution leur était totalement inconnu, mais aussi parce que beaucoup de gens ne reconnaissent les changements que très tardivement. Monsieur Brioche, peut-être qu'il y a une révolution dans votre temps, en 2023, et que vous ne vous en rendez même pas compte. Honnêtement, il y a en effet beaucoup de changements dans notre société. Les personnes qui se sont toujours senties défavorisées revendiquent maintenant leur égalité. D'abord, les femmes. Eh bien, c'est bien tardif. Un mois d'après la Déclaration des droits de l'homme, des milliers de femmes sans culottes ont marché vers le palais décadent de Versailles pour protester contre les prix toujours élevés des denrées alimentaires. Cette manifestation a montré à quel point les femmes pouvaient être puissantes. Car le principe « tous les hommes naissent libres et égaux » ne s'appliquait concrètement qu'aux personnes du genre masculin. En 1791, la célèbre écrivaine Olympe de Gouges a donc publié la Déclaration des droits de la femme, dans laquelle elle exigeait que les femmes puissent étudier, voter, devenir députées ou du moins travailler de manière indépendante. Et ce dernier a été rendu possible par le Parlement peu de temps après. Monsieur Brioche, ces femmes ont donc ouvert la voie aux militants qui luttent pour l'égalité des genres. Dans votre temps, attendez un instant. Nos belles femmes françaises ont remporté encore plus de succès. En 1792, le Parlement a décidé de regarder le mariage d'une autre manière. Les femmes pouvaient divorcer de leur mari et obtenir la garde des enfants. C'est une honte. D'autres femmes ont fondé des partis politiques et des revues féministes ou sont même allées se battre en tant que soldates dans l'armée française. Lors de cette marche vers Versailles, certaines femmes ont même crié que tous les politiciens masculins devaient être licenciés. Vous voyez, vous leur donnez un doigt et ils prennent toute la main. Monsieur Baguette, nous nous écartons du sujet. Pouvez-vous continuer votre rétrospective? Bien sûr, les politiciens masculins n'ont pas été licenciés,
mais la famille royale l'a été. Nos courageuses femmes ont pris d'assaut le palais de Versailles et ont contraint le roi Louis XVI, ce cochon, et sa femme haïe Marie-Antoinette, cet accro au jeu, à résidence surveillée à Paris. En 1792, 80 000 personnes de mon groupe, les sans-culottes, ont également pris d'assaut ce lieu à Paris. Et Louis XVI et Marie-Antoinette ont supplié le Parlement de les protéger. Ils ont obtenu cette protection. Ils ont été transférés en prison. Et c'était justifié, car le pays de la reine, l'Autriche, menaçait la France de guerre. Et nous pensons qu'elle a demandé de l'aide à l'étranger pour restaurer le pouvoir royal en France. En octobre, leur procès a commencé pour trahison. Ils ont tous deux été condamnés à mort. Le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution à Paris, Louis XVI a été décapité par la guillotine. Ce jour-là, nous Français avons fait trembler de peur toutes les familles royales européennes. J'ai une question pour vous, Monsieur Baguette. Dans mon temps, le mouvement woke défend les droits des femmes, mais aussi ceux des personnes de couleur. Mais la France du XVIIIe siècle ne participait-elle pas à la traite des esclaves? C'est exact. Tout comme les femmes, les esclaves de couleur des colonies françaises ont été exclus des droits de l'homme au cours des premières années de la Révolution. Mais la demande pour l'égalité raciale, selon les principes révolutionnaires de liberté et d'égalité, est devenue de plus en plus forte. En 1794, notre Parlement a aboli l'esclavage dans les colonies et a déclaré tous les esclaves de couleur comme des citoyens français égaux. Mais cela était révolutionnaire pour l'époque, n'est-ce pas? En effet, mais ça devient encore mieux. Des hommes de couleur de Saint-Domingue, ce que vous connaissez sous le nom de Haïti et de Guadeloupe, ont été élus députés et ont participé au débat parlementaire à Paris. À Saint-Domingue, le général de couleur Louverture a commandé l'armée française qui a vaincu une attaque britannique. En 1798, la France l'a nommé chef de la colonie. Monsieur Brioche, votre question signifie-t-elle que les personnes de couleur en 2023 connaissent toujours des inégalités? Oui, cela se produit en effet encore aujourd'hui. Hein? Encore? Mais cela mérite que le mouvement woke radicalise et devienne intolérant. Leur cancel culture, c'est-à-dire la culture d'annuler, boycotte toutes les personnes ayant une opinion différente, ce qui empêche certaines personnes de dire ce qu'elles pensent. Les réseaux sociaux, notre nouveau moyen de communication, ont amplifié cela. J'en suis moi-même devenu victime. J'enseignais à l'université, mais mes recherches non conformistes sur le genre ont été annulées. Têtu comme je suis, j'ai continué à partager mes opinions non conventionnelles avec mes étudiants, mais j'ai été licencié sur le champ. C'est affreux à entendre ça, Monsieur Brioche. Monsieur Baguette, cela vous est-il également familier? Oui, certainement. Ces dernières années, nous avons vécu non seulement une liberté
inégalée, mais aussi une répression terrible. Au cours des dernières années, des dizaines de milliers de Français ont été décapités pour leurs opinions par la guillotine, grâce au régime de terreur des Jacobins. Jacobins, c'est le groupe le plus fanatique de la Révolution, qui était dirigé par Maximilien Robespierre. Surtout en 1793 et 1794, il y avait en France une atmosphère de peur et de paranoïa constante. Mais cette terreur va à l'encontre des principes révolutionnaires de liberté et d'égalité, non? On pourrait le penser, mais les Jacobins extrêmes avaient une excuse. Selon eux, les libertés et les droits de l'homme pouvaient être temporairement suspendus pour atteindre l'ultime liberté, vaincre et exterminer tout ennemi de la Révolution. Et un ennemi était considéré comme tel dès lors qu'il avait une opinion modérée. À quoi ressemblait leur extrémisme? Mon groupe, les Sans-Culottes, chantait encore en 1789 « À bas l'histoire ». Mais les Jacobins poussaient à une rupture totale avec l'histoire. Le 24 novembre 1793, ils introduisirent un nouveau calendrier. Tout à coup, nous vivions en l'année 2, car l'année 1 avait commencé avec la décapitation de Louis. C'était un nouveau départ pur. Grâce à ce nouveau calendrier, les traditions chrétiennes ont également disparu, comme Noël. Alors que les premiers révolutionnaires considéraient la séparation d'Église et de l'État comme suffisante, les Jacobins considéraient l'Église comme un ennemi de l'État. En 1793, les messes catholiques furent interdites. Les saints chrétiens furent remplacés par des héros de la Révolution. Les églises s'appelaient des temples de la raison et les cimetières des lieux du sommeil éternel. Robespierre introduisit en 1794 une nouvelle religion d'État, le culte de l'être suprême, une anti-religion athée. Le 8 juin, à Paris, eut lieu le Festival de l'être suprême. C'était une cérémonie gigantesque, pleine de rituels symboliques, avec des bonnets de la liberté, des drapeaux révolutionnaires et des femmes habillées tout en blanc. Cela me rappelle aussi 2023. Le politicien jacobin Jacques-René Hébert voulait des mesures encore plus extrêmes. Il était également rédacteur en chef de Le Père du Chêne, ce journal populaire, l'un des nouveaux médias de notre époque, cherchait à radicaliser le peuple ordinaire, comme moi. Leur style d'écriture est populaire, sans détour, avec beaucoup d'injures et de haine, surtout envers l'élite modérée. Et ils inventaient des mensonges et des fausses nouvelles sur les politiciens qui leur étaient hostiles, comme des complots selon lesquels ils collaboraient avec des pays étrangers, les traitant ainsi de traîtres. Oh, cela me rappelle aussi fortement 2023. Nous appelons cela le populisme et la désinformation. Eh bien, faites attention, cela n'a fait qu'aggraver la cruauté chez nous et a coûté de nombreuses vies. Pouvez-vous expliquer cela? À un moment donné, la paranoïa régnait en maître. Si vous n'étiez pas assez radical, donc politiquement correct, à leurs yeux, vous étiez le prochain sur la liste pour être décapité. Robespierre, par exemple, le chef jacobin, a fait décapiter 17 000 personnes en 2 ans. Mais cet homme avait aussi une autre facette.
Il exigeait le droit de vote et un meilleur revenu pour les pauvres. Il voulait une liberté de presse totale. Lors des débats au Parlement sur les coûts gigantesques de l'abolition de l'esclavage, il a crié « Plutôt abandonner nos colonies que nos principes ». Alors que la majorité souhaitait répandre la révolution à l'étranger par la guerre, Robespierre a déclaré au Parlement « Personne n'aime les missionnaires armés ». Je peux vous citer quelques missionnaires armés de mon temps, vous savez? Robespierre était même opposé à la peine de mort au début de sa carrière. Eh bien, dans mon monde, il aurait reçu le prix Nobel. Et pourtant, il est responsable de 17 000 exécutions. Oui, Jacques-René Hébert, l'éditeur en chef du journal Le Père Duchesne, a également lancé une campagne de haine contre Robespierre, qui était autrefois son ami politique, car il le trouvait trop modéré. Comme je vous l'ai dit, la paranoïa régnait à maître en France. Finalement, Hébert et Robespierre sont tous deux morts sous la guillotine cette même année. Que s'est-il passé ensuite avec la Révolution française, étant donné que Robespierre y jouait la tête d'affiche? Blague facile. D'ailleurs, Robespierre était tellement plein de lui-même qu'il a demandé au bourreau de montrer sa tête après sa décapitation au-dessus de la foule. Il savait en effet qu'il pouvait voir pendant quelques secondes après la décapitation et il voulait absolument regarder la foule en liesse. Quelle chose lugubre! Je suis quand même content de vivre en 2023. Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur Baguette? D'accord. Ce qui s'est passé ensuite. Lorsque le régime de terreur des Jacobins a pris fin, la bourgeoisie, c'est-à-dire les riches citoyens du tiers-État, ont rassemblé les têtes et a pris la direction en établissant une nouvelle constitution qui donnait à la France dorénavant 2 parlements, 2 chambres. Bien que les massacres de masse soient terminés, c'était toujours très chaotique. Le gouvernement bourgeois en place était appelé la Directoire et était républicain et libéral. Mais dans l'opposition se trouvaient des partisans de la monarchie et des jacobins radicaux. L'armée devait prévenir de nombreuses tentatives de coup d'État. Le peuple français était également profondément divisé. J'avais l'intention de vous poser cette question plus tôt. Comment le peuple français a-t-il réagi à ce chaos politique? Il y avait surtout une grande polarisation entre la ville et la campagne. En ville, des gens comme moi avaient faim. Nous ne pouvons pas acheter de pain, mais à la campagne, il y avait suffisamment de nourriture. Les Français de la campagne ne comprenaient donc pas pourquoi les gens de la ville se révoltaient. De plus, dans les campagnes, de nombreuses personnes souhaitaient conserver leurs traditions. Tout devait rester comme avant, que ce soit la monarchie ou la religion. Ils ne comprenaient pas les changements radicaux de Paris et se révoltaient parfois contre eux. Monsieur Brioche, votre peuple de 2023 est-il également aussi divisé? Oui, et de la même manière, la polarisation entre la ville et la campagne semble également devenir de plus en plus grande. L'histoire de la Révolution française me fait honnêtement très peur. Peur pour l'avenir. Peur pour l'avenir de mon monde. Pour l'instant, je suis annulé en raison de mes opinions. Mais qui sait si l'oppression et la terreur ne nous attendent pas aussi? Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Monsieur Brioche, je comprends que vous vous inquiétez de la perte de la liberté d'expression,
Mais parlons de la liberté elle-même, l'idéal pour lequel je suis descendu dans la rue il y a 10 ans. Il semble que vous vous battez toujours pour les mêmes idéaux que nous en 1789. Si vous croyez en la liberté d'expression, pourquoi vous opposez-vous à un mouvement qui se bat pour la liberté et l'égalité des femmes, des personnes de couleur et d'autres groupes minoritaires? Vous avez raison. Grâce à votre histoire, je réalise que la liberté et l'égalité ne sont pas si évidentes. Vous vous êtes battu pour elles il y a 200 ans et que représente 200 ans dans une histoire occidentale de 10 000 ans? Peut-être que j'étais trop focalisé sur le côté négatif. La liberté d'expression est aussi importante que la liberté et l'égalité pour tous, quel que soit leur sexe, leur origine ou leur conviction, tant que cela ne nuit pas à la liberté d'autrui. Ça, c'est le message original de la Révolution française. Malheureusement, ces dernières années, nous avons trahi notre message et commis de graves erreurs. Monsieur Brioche, j'espère que vous pourrez apprendre de notre histoire pour améliorer votre avenir. Monsieur, cela me fait presque pleurer. Mais nous nous éloignons beaucoup. J'ai une dernière question importante pour Monsieur Baguette. Comment se présente la situation aujourd'hui en l'année 1799? Il y a un nouveau star montant de la politique française. Il est extrêmement populaire. Il a un accent amusant. Et il n'était qu'un jeune lieutenant il y a 10 ans. Grâce à notre révolution, la France est le premier pays où un simple paysan peut accéder au rang de général. C'est pourquoi je vais passer le micro à quelqu'un qui peut mieux répondre à votre question. Le général Napoléon Bonaparte. Mes plus sincères excuses, général Bonaparte. Nous sommes déjà trop loin dans le temps. J'arrête la révolution française. Je renverse tout. Le 9 novembre 1799, le populaire général Napoléon Bonaparte a mené le premier coup d'État moderne et a mis fin à la démocratie. Quelques années plus tard, il est autoproclamé empereur de France. Son excuse était la même que celle des dictateurs modernes. Un homme fort devait rétablir l'ordre après 10 ans de chaos. Bien que Napoléon ait également propagé de nombreuses idées de la Révolution française à l'étranger, il a également annulé de nombreuses libertés. Les élections libres, la liberté de la presse, les droits des femmes. Il a rétabli l'esclavage et a rendu son pouvoir à l'Église. Pourtant, la Révolution française a été un tournant dans l'histoire mondiale, car l'expérimentation française de la démocratie, de la liberté et de l'égalité pour tous a servi d'exemple pour la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et la Convention européenne des droits de l'homme. Les Français de l'époque sentaient qu'ils vivaient à un point de basculement de l'histoire. Et cela s'est avéré vrai. Pendant des milliers d'années, les gens croyaient en l'idée que leur propre moi n'était pas important. Vous deviez vous sacrifier pour votre groupe, obéir à la tradition, à l'Église et au roi. Après la Révolution française, une nouvelle idée est apparue dans le monde. Votre moi est important. Vous pouvez décider par vous-même ce que vous voulez être ou qui vous voulez être et personne ne peut vous en empêcher. Nous appelons cela l'individualisation.
Féminisme, sécularisation, libéralisme, socialisme, capitalisme et mondialisation, tout ce qui détermine notre époque. C'est pourquoi nous appelons le temps après la Révolution française l'époque moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la véritable concrétisation de ces idées se produit maintenant. Ce n'est pas étrange, car le changement des idées auxquelles une population croit est un processus de siècles. En 1950, la société française était encore loin d'être individualiste. 10 ans plus tard, cela a commencé à changer. Et maintenant, en 2023, nous vivons pour la première fois de notre histoire le fait que les idées de la Révolution française ont complètement imprégné notre société. Le mouvement woke de ces dernières années en est le meilleur exemple en tant que forme ultime de liberté et d'égalité. C'est pourquoi nous vivons, nous aussi, à un point de basculement de l'histoire mondiale. Notre monde occidental a subi une transformation, une révolution. Après des milliers d'années, la majorité de notre société ne croit plus à la tradition ou à la communauté. Mais nous ne croyons plus qu'en nous-mêmes. Pourtant, la Révolution française symbolise également le côté le plus sombre de l'homme. La France était le premier pays démocratique à mener des guerres pour répandre ses idées. Les révolutionnaires français ont été les premiers à découvrir l'ombre de la démocratie et de la liberté. Le populisme et les nouveaux médias qui répandent mensonges et haine. Et ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas convaincre toute la population française de leurs idées progressistes, ce qui a entraîné l'oppression du monde rural traditionnel et la terreur. Alors le mot terrorisme est d'ailleurs né à cette époque. L'histoire ne se répète jamais de la même manière. Les similitudes que vous avez découvertes avec notre époque sont donc surtout un avertissement. L'histoire sert principalement à en tirer des leçons. Nous pouvons tirer des enseignements des aspects positifs et négatifs de la Révolution française. Rejeter ces idéaux ouvre la voie aux idées d'inégalité et d'abus de pouvoir. Mais s'obstiner à imposer ces idées sans écouter une partie de la population qui pense et vit différemment peut conduire à une oppression oppressante. Livre d'histoire du monde occidental entame un nouveau chapitre. L'écho de la Révolution française y résonne. Qu'il s'agisse de ses triomphes ou de ses tragédies qui résonnent, cela dépendra de notre capacité à être libre sans étouffer les autres. Vous trouvez des sujets comme celui-ci intéressants? Alors, abonnez-vous maintenant sur ma chaîne.